5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, madame la présidente de la commission. Il est des sujets sur lesquels nous sommes amenés à nous exprimer régulièrement et qui font l'objet d'un constat unanime sur les bancs de notre hémicycle. Les pénuries de médicaments et de vaccins en font partie et nous ne désespérons pas de voir émerger à court terme des solutions concrètes susceptibles de mettre fin à la situation dramatique que nous connaissons. Cette situation, c'est une tension qui ne fait que croître de manière exponentielle depuis quelques années. Ce sont 404 médicaments signalés en rupture ou en risque de rupture en 2013, 1500 en 2019 et déjà 2004 pour 2020, soit 6 fois plus qu'en 2013. Ces chiffres, nous ne cessons de les répéter, comme nous le rappelle le rapport de nos collègues Daudigny et Decool, dont les 30 propositions ont conduit à la rédaction d'une proposition de loi que nous sommes nombreux à avoir co-signée. C'est une autre proposition de loi aujourd'hui que nous examinons, avec un constat identique, mais avec une vision quelque peu différente des solutions à y apporter. Sur le constat, je le disais, nous sommes d'accord, le sujet est grave et nous remercions le groupe CRCE de le remettre sur la table et de nous donner une nouvelle occasion d'en débattre. Les tensions d'approvisionnement sur les médicaments entraînent en effet des pertes de chance importantes pour les patients, sans compter le temps que doivent désormais y consacrer les professionnels de santé. On parle simplement de 16 équivalents temps plein, rien que pour la PHP. Ces tensions concernent en grande partie des produits matures et peu coûteux, ça a été dit, mais aussi des médicaments anticancéreux, antibiotiques, antiparkinsoniens, essentiels pour les patients. Inutile de rappeler les conséquences des pénuries en anesthésiants au début de l'épidémie Covid, ni celles du vaccin contre la grippe cet automne. Les industriels proposent jusqu'ici des solutions qui ne sont pas satisfaisantes et sont incapables de répondre aux fluctuations même attendues de la demande. Or, il s'agit pour notre pays d'une question de souveraineté dans un domaine stratégique, je dirais même un domaine vital. Nous dépendons depuis trop longtemps de fabricants étrangers, notamment asiatiques, on ne citera que l'Inde et la Chine. Et l'inaction passée nous a conduits à cette situation et nous a fortement affaiblis en début de la crise sanitaire et continuera d'affaiblir notre système de santé si nous n'y remédions pas. On ne peut pas dire que rien n'a été fait dans le domaine. Des actions ont été entreprises depuis 2016 par les gouvernements successifs, mesures de prévention et de gestion des ruptures de stock dans la loi 2016, possibilité pour les pharmaciens de remplacer un médicament en rupture par un autre depuis 2019, plan de gestion pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et bien sûr la feuille de route 2019-2022 pour lutter contre les pénuries dont les effets tardent à se faire sentir et dont nous attendons l'évaluation annuelle telle qu'elle est inscrite dans l'action numéro 28. En juin dernier, sous l'effet de la crise sanitaire, mais surtout face à l'aggravation de la situation, le gouvernement a présenté un plan d'action pour agir sur la relocalisation des sites de production de produits de santé, car c'est bien de cela dont il s'agit dans la PPL que nous examinons. C'est dans ce sens, bien sûr, qu'il faut aller, mais dans le cadre d'une réflexion plus globale et d'une action coordonnée, car les tensions d'approvisionnement ont des origines multifactorielles tout au long de la chaîne de production et de distribution et ne sauraient être résolues par une solution unique. La proposition de loi prévoit 5 actions dont certaines nous feront émettre des réserves. Si nous sommes tout à fait favorables au renforcement de la transparence, de la démocratie sanitaire et de l'éthique, nous sommes plus mesurés sur la création d'un pôle public du médicament et des dispositifs médicaux financés par une hausse de la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques. Nous doutons d'abord que cette hausse de taxe suffise à elle seule à financer une telle mesure et nous craignons ensuite qu'elle vienne accentuer les délocalisations en poussant les entreprises à fuir davantage notre pays, un modèle de nationalisation qu'à titre personnel, je ne partage pas. Surtout, ce qui manque à cette proposition de loi, c'est la dimension européenne, qui est intrinsèquement liée à la question des pénuries de médicaments et de vaccins. Nous ne pouvons agir seuls sur le sujet. Le gouvernement l'a pleinement identifié en travaillant à une coordination européenne pour renforcer notre autonomie stratégique sur la santé et mieux faire face aux crises sanitaires. La commande groupée de vaccins contre la Covid en est une première étape, indispensable, avant, je l'espère, la construction d'une véritable Europe de la santé que l'on appelle de nos vœux. Mais il aura fallu une crise sans précédent et plus de 50 000 morts en France pour faire bouger les lignes. Nous attendons une accélération de la dynamique car les tensions sont grandissantes sur notre territoire et en Europe et les attentes sont légitimes. La demande de résultats est pressante, la situation ne peut plus durer en l'état. S'agissant de la proposition de loi, si sur le fond, je le répète, notre groupe en partage l'analyse, nous doutons davantage de la faisabilité et de l'efficacité de la solution proposée.
À titre personnel, avec quelques collègues, je voterai contre. La majorité de notre groupe, toutefois, s'abstiendra afin de soutenir le nécessaire appel à agir dans le domaine. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Sollogoub pour le groupe Union centriste.